Dans cette vidéo, on va faire le bilan complet, du moins tout ce que j'ai noté de choses intéressantes à dire sur la Homei Pro qui m'a été gracieusement donnée par AtomBV, qui sont les créateurs de la Homei Pro. J'ai déjà fait une première vidéo de déballage, de première impression, de juste première fonctionnalité comme ça, juste à chaud. Donc avant de regarder cette vidéo, je vous invite à regarder la vidéo d'avant, le petit unboxing, parce que ça vous apprendra pas mal de choses sur la Homei, ce qu'elle offre de manière globale assez rapidement. Et aujourd'hui, on va faire le bilan de tout ça. Et déjà, pour faire le bilan, il faut bien comprendre l'offre de Homei. Homei aujourd'hui propose deux offres. Une offre, donc la Homei Pro, c'est ce que je parle aujourd'hui et c'est ce qui est pour moi l'offre la plus intéressante. Et il y a une seconde offre, la Homei, qui est un abonnement que vous payez 3 euros par mois. Sauf qu'avec cet abonnement seul, vous ne pouvez pas faire grand chose en réalité. Et avec cet abonnement, il faudra coupler ça avec un petit appareil qui coûte 70 euros, il me semble, qui est la Homei Bridge. Et la Homei Bridge, c'est une petite box domotique qui vous permet d'avoir comme protocole du Bluetooth, du Zigbee, du Z-Wave, de l'infrarouge et du 433 MHz. Ça, il me semble que la Homei Bridge coûte dans les 70 euros. Et ça, plus un abonnement à 3 euros, vous pouvez faire beaucoup de choses que fait déjà la Homei Pro. En revanche, vous êtes obligatoirement bridé avec cet abonnement mensuel. Je trouve pas ça intéressant pour de la domotique d'avoir un abonnement mensuel. Et c'est là où je trouve la Homei Pro beaucoup plus intéressante et beaucoup plus évolutive. Et la Homei Pro, comparée à la Homei Bridge, ça permet d'avoir trois protocoles en plus qui sont le Thread, le Matter et le Wi-Fi. Trois choses hormis le Wi-Fi, donc du coup deux choses qui sont pour moi indispensables aujourd'hui quand on veut se lancer dans la domotique, c'est il faut obligatoirement avoir quelque chose qui puisse permettre d'accueillir du Thread et du Matter parce que c'est le protocole sans fil de demain. Ce qu'il faut savoir avec la Homei Bridge, c'est que couplée à une Homei Pro, elle peut faire office de répéteur Zigbee, de répéteur Z-Wave, de répéteur de protocole en fait tout simplement. En réalité, vu qu'on est sur le réseau maillé, que ce soit du Z-Wave ou du Zigbee, le reste des protocoles, je pense pas qu'il y ait réellement besoin d'en parler. Je pense pas que cette Homei Bridge là vous soit utile si vous avez une Homei Pro avec beaucoup d'appareils Zigbee. Si vous avez n'importe quel matériel Zigbee qui est sur secteur, ça fera office de routeur. La Homei Pro ça coûte 400 euros, mais si on compare ça par exemple à un Raspberry Pi plus tout ce qui va avec pour faire une belle box domotique avec du Zigbee, avec du Z-Wave, on va dire que ces deux protocoles là, avec des clés additionnelles, on arrive dans les 200 euros je pense assez facilement, 250 euros, et l'argent que vous perdrez en plus dans la Homei Pro, en réalité vous la gagnez en temps, parce que si votre objectif c'est d'avoir une domotique qui soit simple à utiliser, qui soit accessible pour la plupart des gens, et que vous n'avez pas de temps à perdre à faire de la configuration, à faire du débugage, globalement les automatisations, en termes d'automatisation c'est une tuerie la Homei Pro, réellement, il y a 2-3 choses à améliorer, mais en termes de compréhension globale, ça n'a rien à voir avec du Home Assistant. Home Assistant pour de l'automatisation, si on débute, c'est très compliqué à apprendre. Que la Homei, c'est accessible pour n'importe qui. Si votre objectif, c'est faire de la domotique de manière vraiment simple, si vous n'êtes pas quelqu'un de bidouilleur, si vous n'êtes pas quelqu'un de technique, entre guillemets, si vous n'avez pas beaucoup de prérequis, la domotique, ça peut être vite un frein pour beaucoup de gens. Là, avec la Homei, ça apporte une certaine simplicité, un certain confort d'utilisation qui est très agréable à utiliser. Et c'est vraiment sa grosse plus-value, c'est vraiment la simplicité d'utilisation de la Homei Pro. Parce que si on lui retire ça, en réalité, n'importe quel autre système ferait l'affaire. En termes de matériel, moi, il y a déjà des choses qui m'ont déçu. Dans cette Homei Pro, j'en ai déjà parlé. Il n'y a pas de port Ethernet. Donc, on est sur une box domotique qui ne propose pas de port Ethernet. Donc, ça veut dire que si vous coupez votre Wi-Fi, alors certes, vos automatisations avec du réseau Zigbee, avec tous vos appareils vont fonctionner, mais vous ne pouvez pas accéder à l'interface, donc à votre petite application Homei, pour venir regarder ce qui se passe sur votre domotique. Si vous changez d'opérateur Ethernet, vous changez de Wi-Fi, il faut reconfigurer votre box. En termes d'utilisation, c'est juste nul en fait, il n'y a juste pas d'autre mot. En revanche, Homei propose une autre solution pour pallier à ce problème-là. C'est un petit adaptateur Ethernet qui est vendu séparément à 30 euros. Je trouve ça encore assez cher, j'aurais préféré avoir le port Ethernet natif. Si votre Wi-Fi coupe, vous aurez encore accès à l'application mobile pour regarder vos appareils, pour éteindre des choses, pour juste monitorer votre domotique. Qu'avec le Wi-Fi, c'est plus compliqué, on a plus de contraintes qu'avec du câblé, juste on câble et boum ça marche, il n'y a pas réellement de problème à avoir, quoi. Si l'adaptateur Ethernet vous intéresse, j'en parlerai plus tard. Et aussi un autre petit défaut, mais peu notable, enfin c'est pas dramatique, c'est juste en termes de fabrication.
Sur le dessus de la Homei, il faut savoir que c'est du laqué. Et le laqué, autant c'est une matière qui est belle comme ça à première vue, c'est juste du joli noir. Le problème du laqué, c'est que bah, ça se raye assez facilement. Donc bon, là, j'ai pas eu de cas de rayure parce qu'elle est juste posée et il se passe rien. En revanche, le second problème, et que là je trouve ça un peu plus pénible, c'est en termes de poussière. Parce que la poussière, ça se voit très vite sur du laqué. Donc il va falloir passer un petit coup de chiffon sur votre box domotique assez régulièrement. Je trouve que c'est un point négatif. En termes de performance, je vais y parler rapidement parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Oui, les specs sur papier peuvent paraître un peu pauvres, mais en réalité pour la domotique, c'est amplement suffisant, mais de très loin. Donc pas de souci là-dessus, aucun problème. En termes de consommation électrique, on est de 3 à 4 watts maximum, ce qui est vraiment très faible, c'est vraiment très très peu. Donc ça, bravo au mail, parce que franchement, avoir une box domotique qui consomme peu, bah, c'est très appréciable. Pour accéder à l'interface de la Homei Pro, vous avez deux solutions, soit l'application mobile qui est plutôt bien foutue en réalité, et on a une deuxième option qui est l'interface web de la Homei qui vous permet d'y accéder aussi via Internet, via un réseau local. Quelque chose qui est assez intéressant, c'est que se passe-t-il si on coupe Internet de votre maison? Donc si vous avez une coupure Internet, est-ce que vous pouvez encore accéder à cette box domotique? Alors à l'extérieur, si vous n'êtes pas chez vous, évidemment c'est mort. Via l'interface web, même si vous êtes en câblé, donc si vous avez le kit adaptateur en Ethernet, vous ne pourrez pas y accéder en interface web, ce n'est pas possible vu que ça passe par Internet pour utiliser cette interface web. En revanche, si votre téléphone est connecté au Wi-Fi de votre domicile et que vous n'avez pas Internet avec ce Wi-Fi là, vous pouvez quand même accéder via l'application à la Homei. Donc c'est un point positif. Alors je pense que ça manque cruellement en fait d'une interface web locale en 192, 168 pour quelque chose, par exemple, pour ceux qui connaissent un peu de réseau. Et ça, c'est ce qui lui manque. On ne peut pas accéder à une interface web locale. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de petit serveur web à l'intérieur de la Homei qui nous permettent de monitorer sa Homei, un peu comme un Home Assistant, un JDOM et beaucoup d'autres solutions domotiques. Vous l'aurez compris, un des gros défauts de cette box, c'est l'absence d'un port Ethernet. Et Homei propose en option sur cette box-là un adaptateur Ethernet qui est assez spécifique. Donc n'importe quel adaptateur Ethernet ne fonctionnera tout simplement pas vu qu'on a un seul câble USB sur cette box. Donc il faut un port USB pour à la fois transmettre de l'énergie pour alimenter la box et aussi à la fois pour avoir un réseau Ethernet. Et donc on a ce petit adaptateur qui est vendu 30 € séparément. Et comment est-ce que ça marche cette petite chose? C'est dommage, il n'y a pas de PoE. J'aurais bien aimé que ce soit PoE très honnêtement, mais ce n'est pas PoE, donc c'est dommage. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un petit schéma assez facile de compréhension à l'arrière. J'aime beaucoup les schémas qui sont simples de compréhension, il n'y a pas besoin de notice ou quoi que ce soit. Ça marche, etc. La boîte était déjà ouverte visiblement. Il me semblait que je ne l'avais pas encore ouverte, mais j'étais plus curieux que ce que je pensais. Et donc qu'est-ce qu'on a que dans la boîte? On a tout simplement un petit adaptateur et c'est tout ce qu'on aura. Sur le port USB-C ici, c'est lui qu'on va brancher directement sur la prise secteur. Donc vous avez votre petit module secteur et lui on le met en direct dessus. Ici sur ce port là, on va mettre la box domotique, donc la Homei Pro. Et ici on va mettre un câble Ethernet, peu importe quel câble Ethernet c'est, du moment que c'est relié à Internet, parce que sinon il n'y a pas trop d'intérêt. Donc sur un switch, sur une box, peu importe, du moment que c'est de l'Ethernet. Pour l'installation, vous avez un adaptateur secteur ici en USB-C qui est fourni et vous avez un câble qui me semble fait environ 2 mètres. Ce câble USB, il se met normalement sur le chargeur et ensuite l'autre extrémité sur la box. C'est très simple comme schéma. Et bien là, entre les deux, on va ajouter ce petit gars-là. Pour faire ça, c'est plutôt simple. On va tout simplement venir débrancher ce câble-là. Ça va bien sûr couper ma box domotique. Tac. Je vais mettre à la place ce petit adaptateur Ethernet. Et sur l'adaptateur, on a le petit câble USB ici. On va simplement brancher la box et la box va s'allumer comme par magie. Tac. On peut voir ici qu'elle s'allume en blanc et il n'y a plus qu'à ajouter un petit câble Ethernet ici. Le câble Ethernet, il n'est pas fourni, donc moi j'en ai fourni un moi-même. Donc je vais simplement venir brancher une extrémité up sur ce port là et je branche mon câble sur le dernier port qui est disponible juste ici. Bien sûr c'est un câble Ethernet, donc vous pouvez aussi le mettre derrière votre Livebox ou n'importe quelle box que vous avez, du moment que vous avez un port LAN, donc Ethernet RJ45, appelez ça comme vous voulez, sur l'équipement sur lequel vous voulez le brancher. On peut le voir, il y a les petites lumières qui clignotent, donc ça veut dire qu'il y a bien du réseau qui passe dans le câble. Et si on regarde côté adaptateur, je pense qu'aussi, voilà, on a bien du réseau qui passe. Pour se connecter à l'interface web de notre Homei Pro, il faudra d'abord se connecter à notre compte Homei. Si on va sur notre profil,
On a la web application qui est disponible juste ici, qui nous ramène vers my.homey.app, qui va nous ramener automatiquement vers notre Homey. On atterrit directement sur le dashboard et ce dashboard il est très minimaliste. On a les informations météorologiques, donc la température extérieure et la condition météo. Ici on a de la plus légère. On a les utilisateurs de la Homey Pro, donc ici je suis seul. Et on a aussi un petit logo quand la personne est sortie du logement, ce qui nous permet de savoir rapidement qui est dans le logement ou non. On a nos appareils favoris et on a nos flows favoris. Les flows, pour rappel, c'est des automatisations, mais ça peut aussi être des scènes. C'est les deux en même temps. En haut à droite, on a un champ recherche, on a un bouton plus qui est très intéressant parce que ça va nous permettre d'ajouter des flows, des advanced flows, des choses assez avancées comme des variables et des Homey scripts. Et on peut aussi ajouter des nouvelles appareils, donc n'importe quel appareil, que ce soit du Zigbee, du Matter, du Z-Wave, des boutons, des trucs, des choses virtuelles, des entrées virtuelles comme des boutons, ce qui peut être pratique ça pour faire des scènes. On a toutes nos applications qui sont ici pour ajouter un peu n'importe quoi. On peut ajouter du Home Assistant par exemple. Donc ça c'est les applications de la Homey Pro. On a une petite notification ici, un petit onglet notification qui va nous permettre de rapporter toutes les notifications qu'on a demandé à la Homey de rapporter. Donc ici j'ai mes entrées et sorties de mon logement et si on regarde plus en bas, on peut avoir par exemple des alertes de batterie sur certains appareils et on peut aussi avoir des alertes si on a une nouvelle mise à jour à passer sur la Homey Pro. Ensuite on a un mode jour et un mode nuit. Bien sûr le mode nuit est quand même plus agréable. Et on a notre profil qui ne sert pas à grand chose hormis nous retourner sur le compte Homey. Sur le premier onglet on a l'onglet des appareils et ici on peut avoir déjà plusieurs vues. On a une vue qui est la vue en liste qui est celle par défaut avec la liste de tous nos appareils justement. On a donc pas mal d'informations, donc les zones de l'appareil, donc dans quelle pièce est l'appareil en question, le type de l'appareil, l'application qui est utilisée par l'appareil. On peut voir ici bien sûr que j'ai beaucoup de Home Assistant. On a l'état de l'appareil, donc on-off, on a l'état de la batterie, le type de batterie utilisée, ce qui est assez intéressant parce que je crois que c'est les seuls à faire ça, à proposer ça aujourd'hui. Du coup, c'est assez simple pour savoir quelle batterie il faut changer. On a la référence directement dans le dashboard. On a un onglet énergie qui est assez intéressant. Comme on peut le voir, ça remonte l'énergie de certains appareils qui ne sont pas compatibles. Par exemple, ici, j'ai un radiateur salon qui, lui, possède une entité de remontée d'énergie. Donc, on sait combien il consomme à l'instant T. Les prises connectées aussi, ça le fait bien sûr. Mais par contre, on a des choses qui ne le font pas nativement. Par exemple, on a les ampoules Philips Hue qui ne remontent pas des données de consommation en temps réel, mais grâce à un petit algorithme, ça nous permet de remonter un tout petit peu d'informations, ce qui est plutôt intéressant comme fonctionnalité. En tout cas, c'est natif, donc c'est plutôt chouette de l'avoir. Sur chaque appareil, on a des trois petits points qui nous permettent d'accéder à plus d'informations. Si je prends ici le cas de mon sensor Z-Wave de chez Fibaro, on peut le mettre en favori, on peut avoir deux, trois petites informations, etc. On peut le déplacer de zone, ce qui est intéressant. On peut aussi faire du drag and drop pour déplacer un objet de zone. On peut renommer l'objet, on peut accéder bien sûr aux paramètres et supprimer l'objet. Pour les paramètres, il y a des choses intéressantes à dire. Les paramètres, ça dépend vraiment de l'objet qui est utilisé derrière. Donc ici, on a tout ce qui est en rapport avec de la détection de mouvement, ce qui est normal vu que c'est un capteur de mouvement. Là, on a beaucoup de paramètres. Visiblement, Fibaro permettent d'avoir pas mal de paramètres, notamment au niveau des LED, etc. On a quand même pas mal de choses. C'est des objets qui sont assez chouettes. Et tout en bas, on a quelque chose de très intéressant qui est l'exclusion de HomeKit. La Homey Pro propose un service qui permet d'intégrer les appareils qui sont connectés à la Homey Pro directement dans HomeKit. Donc si vous êtes utilisateur d'Apple, c'est plutôt intéressant. C'est ce que j'utilise et ce que j'ai configuré pour moi et ça marche vraiment bien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certains appareils qu'on ne veut pas parce que pour X ou Y raison, on ne veut pas que ça remonte dans HomeKit. Tout ce qui est enceinte connectée, en général, HomeKit, via des intégrations tierces, les gère très mal. Donc là, par exemple, tout ce qui est Amazon Echo, je veux pas que ça remonte parce que ça remonte mal, donc ça fait n'importe quoi. Donc là, je peux les exclure de HomeKit et ça évite que ça remonte dans HomeKit, ce qui est super intéressant. J'aurais bien aimé la même fonctionnalité, mais pour Amazon Alexa et Google Home, ça n'existe pas. Donc peut-être dans l'avenir, il y aura une fonction comme ça, ce qui pourrait aussi être intéressant si on ne veut pas remonter certains objets dans l'application Amazon Alexa. Cette fonction est disponible sur chaque appareil et bien sûr tous ces appareils ils appartiennent à des zones. Donc ici on a par exemple plusieurs zones, on a une zone bathroom, bedroom, living room et test. Et en fait cette zone test il y a juste mes toilettes dedans. Et ce qui est intéressant c'est qu'on peut mettre des zones dans des zones.
cas très particulier. Ici, j'ai une cuisine ouverte avec une salle à manger. Bah, tout ça, ces deux entités-là, je peux les séparer et les regrouper dans une entité qui s'appelle salon. On peut faire des choses comme ça, c'est plutôt intéressant. On peut aussi regrouper par étage. Par défaut, les appareils ils sont dans la maison, il faut venir les déplacer, chaque appareil, dans la zone qui lui correspond. Donc si un appareil est dans la zone salon, ben, on peut le déplacer dans le salon. Et ça, on peut le faire assez facilement dans les deux autres vues qu'on a là. On a une vue en forme de petite grille où on a très peu d'informations, on a juste tous les appareils. Donc. Et ensuite, on peut venir déplacer certains équipements. Par exemple, ici, je peux venir drag and drop un objet pour le déplacer dans la salle de bain. On peut voir d'ailleurs que certains objets remontent quelques données. Ici, on a la température de l'appareil. Ici, on a la consommation en temps réel de l'appareil. Là, on a la lumière qui est utilisée. Et la troisième vue, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on a des cartes qui sont un peu plus grosses. Bien sûr, tous ces boutons sont cliquables. Donc, si j'appuie ici, ça va désactiver ma lumière là. Si j'appuie ici, ça va la réactiver. Et sinon, à part ça, c'est globalement les mêmes vues. Si je clique par exemple sur New Play TV gauche, on a un petit menu qui s'ouvre à droite et on peut contrôler plusieurs choses. Donc la luminosité, le réglage, donc on, off, assez simple. On a la couleur qu'on peut régler ici. Ensuite, on a quelques informations, donc ce qui est consommé par l'ampoule, ce qui est assez intéressant parce que ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est proposé par la Homei et ce n'est pas une fonction réellement intégrée dans le Philips Hue. Et en dernière position, on a toujours l'onglet d'activité de l'appareil. Par exemple, ici, on peut voir que j'ai désactivé l'ampoule avec l'application, enfin avec la voix vocale, donc avec Alexa. Ici, on peut voir que j'ai fait ça via le web, donc via l'application web, enfin la web interface de la Homei Pro. Ce genre de petits panneaux, on les a pour chaque appareil. Ici, on a par exemple un radiateur. Bon, là, c'est pas disponible vu que c'est des appareils qui remontent via Home Assistant. Visiblement, il a un peu du mal avec cet appareil-là. C'est normal, c'est du spécifique. Mais quelque chose de moins spécifique, on a par exemple le Door and Windows Sensor qui là va remonter le contact, donc oui ou non, si la porte est fermée ou pas, l'état de la batterie, l'activité. Sur un capteur de mouvement, on a pareil encore une fois quelques informations sur l'appareil, la batterie, l'activité. Et quelque chose qui m'a vraiment étonné, c'est pour les Echo 4 ou pour les Echo, peu importe lequel type d'écho qu'on utilise, enfin tout ce qui est Amazon Echo. Moi, mes échos, elles remontent via l'application Home Assistant de la Homei Pro. Et ce qui est assez bluffant, c'est quand je clique, quand il y a une musique qui est en train de se jouer sur la Echo 4, quand je clique sur les petits boutons ici, ça réagit instantanément. Donc quand je veux passer une musique, ça aussi c'est du instantané. Et ce qui est très rigolo, c'est quand je suis sur Home Assistant, c'est pas instantané. Donc, ce qui fait dire que Home Assistant a un problème avec la lecture des médias, visiblement. Parce que via l'application Amazon Alexa, pas de souci. Via Home Assistant, ça a tendance à laguer en fait. Quand je clique, c'est pas instantané. Et la Homei Pro, qui elle est connectée à Home Assistant, là, c'est de l'instantané. Alors pourtant, il y a un intermédiaire entre les deux qui est Home Assistant entre l'application Amazon Alexa et l'Homei. On a Home Assistant entre les deux. Et je ne comprends pas pourquoi c'est plus rapide sur la Homei et que ce soit plus lent sur le Home Assistant alors qu'on a une étape de plus à franchir. C'est très ironique comme fonctionnement. Sur ce type d'appareil, on peut aussi retrouver des petits interrupteurs, donc on-off pour le Do Not Disturb, pour le Shuffle Switch, etc. Donc ça, c'est intéressant. On a le niveau du volume. Là, je l'ai mis à fond, ça. C'est pas rigolo. On a un petit bouton pour mute le device. On a encore une fois quelques petites activités, la température qui est remontée, quelques capteurs qui remontent visiblement mal, ce qui est normal vu qu'il n'y a rien dessus, vu que c'est des Next Alarm et vu qu'il n'y a pas d'alarme, ça remonte aucune donnée. Je suis sur mon dashboard et tout en haut on peut voir un plus. Tac, on va faire nouvel appareil. Dans la plupart des cas, ce que je recommande par défaut, c'est d'aller dans l'application Homei et de prendre directement le Zigbee. Et en général, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un petit dialogue qui va être fait. On va faire l'essai. Je n'ai pas l'application Sonoff d'installer sur la Homei Pro et on va voir comment ça marche. Je sais que mon capteur, c'est un capteur Zigbee, donc je vais cliquer bien sûr sur Zigbee. Je clique sur connecter, ça va entrer la box en mode appairage. On a une brève explication sur la fonction de maillage du Zigbee. Ça m'intéresse pas, je clique sur continuer. Mais bon, c'est intéressant si vous avez plusieurs appareils Zigbee. Et tout simplement, là, ce qu'on va venir faire, c'est d'aller cliquer sur le bouton appairage sur notre appareil. Donc, c'est ce que je vais faire. Et directement, on peut voir que mon capteur est détecté comme un capteur Sonoff et en plus, on détecte bien le bon modèle avec visiblement en plus une belle image. C'est vraiment la même image que ce que j'ai sous les yeux. C'est vraiment le même capteur. Donc, le premier bouton nous permet d'installer le plugin Sonoff et connecter l'appareil. Le deuxième bouton nous permet de ne pas installer l'application Sonoff.
qui est proposé par Homei. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que si on va dans les paramètres et dans les applications, on peut voir qu'on a Sonoff Zigbee qui s'est installé, qui est l'application qui gère les produits Sonoff par la Homei, un peu comme Fibaro, Aquara, Philips Hue, c'est la même chose. Si on regarde maintenant dans la liste d'appareils, on peut voir que ça s'est ajouté. Ici, LCD température N humidity. Le troisième menu, il est intéressant vu que tout simplement, c'est les flows, donc les automatisations. Ici, j'ai quelques exemples et globalement, il faut retenir qu'on a deux types de flows. On a les flows classiques qui permettent de faire des choses assez simples et on a les advanced flows qui permettent de faire des choses plus compliquées avec plus de conditions, avec pas mal de choses. Enfin, on va voir ça justement. Pour créer un flow, c'est assez simple. On peut cliquer sur le plus ici et on a un nouveau flow. On peut lui attribuer un nom, on peut lui mettre un déclencheur, donc une carte déclencheur. Donc quand il y a quelque chose qui se passe, donc quand par exemple il y a un bouton virtuel qui est appuyé et une condition qui n'est pas obligatoire, donc par exemple une condition, je ne sais pas, une condition de présence, donc si quelqu'un dort, si quelqu'un est à la maison, si personne est à la maison, on peut faire pas mal de choses. Dans les déclencheurs, on a bien sûr tout ce qui est application avec des appareils. Donc par exemple, quand un contact est en marche, quand le contact de la porte est en marche ou de la fenêtre. On a des déclencheurs sur du mouvement, donc ça peut être utilisé en tant que déclencheur et aussi en tant que condition. Et ensuite, on a l'onglet alors qui est assez simple, c'est juste de faire l'action qui est demandée. On peut par exemple mettre allumer une lumière, mettre une certaine intensité sur une lumière, une certaine luminance. Dans les choses rigolotes, c'est qu'on peut aussi faire mumuse avec l'anneau lumineux qui est dans la Homei Pro intégrée. On peut lui dire de faire des petites impulsions de couleurs, ce qui peut être intéressant pour avoir une visualisation, une notification visuelle dans son salon, si on met sa Homei Pro quelque part de visible en fait. On va pas faire tous les onglets, mais globalement on peut faire des automatisations, donc un peu ce qu'on veut réellement. Quand on a fini son automatisation, on peut bien sûr venir l'enregistrer. Et ce que j'aime particulièrement avec la Homei Pro, en plus de son délire de quelque chose de très accessible, c'est très simple d'utilisation, on a les Advanced Flow qui là c'est assez fou et c'est assez à des années-lumière de ce que propose le reste de la concurrence. Mais vraiment. Là, on est juste sur une petite grille, il n'y a rien d'intéressant. Mais si on regarde par exemple une automatisation que j'ai faite avec les Advanced Flow, on a ici quand mon capteur de mouvement est activé, ça met deux conditions. Donc soit c'est après le coucher du soleil et ça va mettre l'intensité de la lumière sur 30, soit on est pendant la journée et ça va mettre l'intensité de la lumière sur 100. J'attends 2 minutes et ensuite ça désactive la lumière. C'est quelque chose d'assez basique, mais on peut faire tellement de choses avec ça. On peut voir que certaines cartes, il y a 3 sorties. Donc ici, on peut avoir une sortie d'erreur, on a une sortie de vrai ou faux. Visuellement parlant, en fait, je parle. En termes de fonction, c'est sûr qu'un Home Assistant sera beaucoup plus permissif, je pense, si on s'y connaît un peu. Mais par contre, le Home Assistant, le problème, c'est que c'est vite le bordel dans les automatisations. On peut vite s'y perdre visuellement. Que là, visuellement parlant, je trouve que c'est génial. C'est le même système que Node-RED, pour ceux qui connaissent, mais en version beaucoup plus simplifiée. Donc là, on a bien sûr des petites cartes. On peut ajouter du délai, on peut ajouter encore une fois les déclencheurs, les actions, les conditions. On peut aussi mettre des petites notes, donc on peut faire des petites notes pour se rappeler de 2-3 choses. Je trouve que ce dashboard-là est vraiment fou, est vraiment complètement dingue. On peut vraiment faire des belles arborescences avec des belles automatisations qui sont très explicites visuellement. Je note aussi la présence de variables qui peut être intéressante pour certaines automatisations, même plus d'une sûrement. Ici, je peux juste venir enregistrer mon travail. Et pour terminer avec les automatisations, on ne va pas y passer 3 heures parce que sinon, ce serait juste beaucoup trop long. On peut aussi créer des dossiers. Donc, on peut ranger ces automatisations par dossier, ce qui permet là aussi, encore une fois, de s'organiser un peu plus dans la gestion de ces automatisations, qui est quand même le nerf de la guerre de la domotique. Le quatrième et dernier onglet, c'est les Analytics. Je ne vais pas parler du cinquième onglet parce que là, on est sur une fonction qui est vraiment très poussée de la Homei Pro, que j'ai pas du tout touché et que j'ai pas envie de perdre de temps là-dedans parce que ça m'intéresse pas plus que ça. On revient à notre petit onglet Analytics et là on peut avoir un petit dashboard qui est dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas des petites intégrations dans le dashboard en haut dans le premier onglet parce qu'on a des graphiques de tous les états de nos appareils. Donc par exemple ici je peux avoir l'état de température de mon Echo 4 et ça va m'afficher un graphique. On peut bien sûr modifier ça avec pas mal de paramètres avec cette semaine, cette année, les 31 derniers jours, l'heure écoulée, hier. Et si on veut comparer certaines données sur un graphique, on peut venir ici ajouter un graphique, enfin plutôt ajouter une entité dans le graphique, un appareil dans le graphique, une mesure dans le graphique même. Donc là, je peux ajouter la météo extérieure à mon graphique et je vais avoir deux entités avec deux couleurs différentes
qui me permet rapidement de comparer les deux. Et on peut ajouter plusieurs graphiques. Ici, par exemple, je vais cliquer sur batterie à gauche et ça va directement me créer un second graphique. Et pareil, ici, je peux ajouter les entités dans ce graphique. Donc, si j'ai envie de mettre la batterie du cube, la batterie du Door and Window Sensor, boum, j'ajoute. Et on a l'état de la batterie. Là, je suis qu'avec des appareils qui remontent via Home Assistant et visiblement la batterie remonte mal, donc ça n'affiche rien du tout. Mais la configuration ici n'est pas sauvegardée, donc à chaque fois, il faudra recliquer sur tous ces appareils. C'est pas très pratique. J'aimerais bien dans le futur qu'on ait une option pour sauvegarder ce dashboard-là. Et dans les paramètres tout en bas à gauche, on a pas mal de petites options. On a pas mal d'informations système, notamment ce qui est intéressant, par exemple, c'est les adresses IP qu'on a en Wi-Fi ou en câblé si on a du câblé sur sa Homey Pro, avec pas mal d'informations de debug qui pourra être utile si vous avez besoin d'aide sur la Homey. Il y a de la garantie derrière, donc quand il y a besoin de faire des diagnostics, on a même un bouton dédié pour créer un rapport de diagnostic et donner ça au support de la Homey Pro pour mieux vous aider à résoudre des problèmes. On a un petit bouton redémarrer la box, on a un onglet dédié pour les mises à jour. Ici, normalement, je n'ai pas de mise à jour. On peut activer ou désactiver l'anneau LED qu'il y a sur la Homey Pro. On peut choisir sa langue, la position. On a la configuration du journal. Donc, le journal, c'est la petite notification ici. Par exemple, je me suis amusé à désactiver la présence. C'est pour ça qu'on n'a plus d'activité après 2 jours. On a une seconde colonne pour la même chose, mais cette fois-ci pour les notifications push, donc les notifications qui vont arriver en tant que notification du téléphone via l'application Homey Pro. La gestion des notifications, pour moi, elle est plutôt bien gérée. On peut être alerté quand il y a des mises à jour. On peut être aussi alerté quand il y a un problème au niveau de l'énergie de ces appareils, donc niveau s'il y a de la batterie faible, tout simplement. Ensuite, on a l'onglet famille et invité. Ça, c'est intéressant parce que du coup, on peut inviter d'autres personnes sur sa Homey. On a 3 types de résidents. On a les gestionnaires qui ont globalement un contrôle total sur la box, donc on peut faire globalement ce qu'on veut, on est libre. On a les résidents qui peuvent gérer les appareils, les flows, les insights, donc ça c'est les petits graphiques analytics. Et pour finir, on a les invités, ça va être des personnes qui vont venir régulièrement chez vous, mais pas tout le temps non plus. C'est pas les personnes qui habitent chez vous, ce qui est plutôt intéressant pour leur donner des accès au contrôle de la maison. Expérimentation, on va y revenir dans un instant. Au niveau des intégrations, on a 2 intégrations qui sont très similaires, qui sont Alexa et Google Home, qui permettent de remonter tous nos appareils de la Homey Pro vers Alexa ou notre Google Home et de contrôler nos appareils via la voix, ce qui est plutôt intéressant et ce qui marche vraiment très bien. C'est pas de l'instantané, mais le temps de délai est vraiment très faible, plus faible que ce qu'on peut retrouver sur du Home Assistant. Pour du Google Assistant, je n'ai pas testé parce que je n'ai pas de Google Assistant chez moi, mais nul doute que ça marche aussi très bien. On a les Siri Shortcuts qui permettent de récupérer nos flows favoris et de les mettre en tant que shortcut dans l'application Shortcut sur iOS, sur macOS, sur tout l'environnement Apple. Et ensuite, on a toutes nos applications selon nos appareils qu'on a. Donc moi, j'ai des Amazon Alexa, donc j'ai l'application Alexa. J'ai des Philips Hue, donc j'ai l'application Philips Hue. Donc ça, c'est les applications de la Homey Pro qui sont installées sur votre box Homey. Je reviens sur l'onglet expérimentation parce que c'est des choses qui sont assez spécifiques. Les expérimentations, c'est des fonctionnalités qui peuvent partir à tout moment. Ce n'est pas des choses qui font forcément partir, mais ce n'est pas des choses qui vont forcément rester non plus en tant que fonctionnalité sur la Homey. Dans ces fonctionnalités, on a des choses qui sont intéressantes. On a par exemple l'accès SSH à notre Homey Pro, ce qui est plutôt intéressant pour ceux qui touchent à Linux et au SSH. On a du HomeKit, donc ça c'est ce que je parlais tout à l'heure. C'est tout simplement le fait de remonter ces appareils de la Homey Pro, mais cette fois-ci via l'application HomeKit. C'est pas officiel Apple, du coup c'est en tant qu'expérimentation, parce qu'officiellement ce n'est pas supporté par Apple. Et en réalité ça fonctionne vraiment bien pour de ce que j'ai testé de moi de mon côté. Pareil via Siri, du coup on peut interroger Siri pour allumer et éteindre une lumière et ça fonctionne, donc ça c'est plutôt chouette. On a Power User, j'ai pas trop compris à quoi ça sert, mais bon, visiblement, on a quelques fonctions en plus. Et on a les appareils virtuels qui permettent notamment de créer des boutons virtuels. Et boutons virtuels qui sont très utiles pour convertir des flows. Et si on met en déclencheur un bouton virtuel, ça nous permet de faire des scènes. Donc c'est une fonctionnalité que je trouve intéressante. Et c'est dommage d'ailleurs que les fonctions de scène soient pas vraiment natives, mais c'est un peu une bidouille comme ça. Il faut utiliser des boutons virtuels. Voilà pour le tour de l'interface web. On va passer sur les applications, sur l'application Homey Pro mobile, voir un peu qu'est-ce qu'il y a comme différence. On va y passer vraiment très rapidement parce que il n'y a pas grand chose réellement à dire dans plus. Pour la partie smartphone, on a du coup l'application qui s'appelle Homey, qu'on peut retrouver juste là, qui sera d'ailleurs l'application qui va nous permettre de gérer notre box Homey quasiment en totalité, parce que c'est avec cette application qu'on initialise la box Homey. Et on a un dashboard qui est globalement le même
que sur desktop, à la différence qu'on a la chronologie, donc les activités juste ici qui sont listées. À côté des appareils favoris, on peut voir trois petits points qui nous permettent d'ajouter des appareils rapidement aux favoris. On peut aussi afficher les appareils sous forme de deux formats, soit en forme de RAW, donc en forme de ligne. Donc si on a une ligne, on va scroller comme ça verticalement, enfin plutôt horizontalement. Et on a le paramètre grille qui va nous permettre d'avoir nos appareils favoris sous format de grille, ce qui évite de scroller horizontalement. Donc ça peut être plutôt pratique. On a exactement la même chose pour les flows en format grid ou en format RAW. Dans l'onglet appareil, on a quelque chose d'assez similaire aussi. Ce que je vous conseille, si vous avez une box Homey, c'est de cliquer sur les trois petits points en haut et de cliquer sur la vue réduite, parce que la vue développée, s'il répertorie tous nos appareils, je trouve ça un peu lourd comme affichage. Du coup, je préfère utiliser la version vue réduite, qui nous permettent du coup d'avoir directement nos appareils de notre maison qui ne sont pas affectés à des zones ici, tout en bas. Et tous les appareils qui sont affectés à des zones, ça sera directement dans les différentes pièces de votre maison. Ce qui est intéressant dans l'application Homey, c'est que tout en haut, on a un petit résumé de certaines choses. Par exemple, le résumé des lumières, donc avoir toutes nos lumières sur une seule interface. La même chose pour les capteurs de mouvement et tout ce qui est lié à l'activité de la maison. On a l'énergie avec juste un petit graphique sur qui consomme quoi. Ensuite, on a les haut-parleurs, donc qui répertorie tous nos haut-parleurs qu'il y a chez nous, que ce soit du Sonoff, de l'Alexa. Du moment que c'est connecté à la Homey, ça va remonter ici. Et on a la même chose pour les zones. Donc la zone bathroom, on a les petits summaries en haut et les appareils. Si je vais dans la living room, on a à peu près la même chose. Et ce que je trouve dommage, c'est que dans chaque zone, on aurait pu avoir une fonction avec la température et l'humidité d'afficher. Là, on l'a pas. Donc ça manque de visuel pour savoir quelle température il fait chez nous, ce qui est une donnée que j'aime beaucoup personnellement. Et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas de fonction comme ça intégrée, qu'on puisse retrouver rapidement quelle température il fait sur chaque pièce, etc. Bien sûr, chaque appareil est contrôlable. Donc si je clique par exemple sur ma prise connectée, je peux faire du on ou off dessus. Si je maintiens mon clic dessus, on a toutes les informations comme ce qu'on retrouve en interface web. On a vraiment la même chose. Si je regarde dans mon salon, on peut voir que j'ai des appareils Philips Hue. Si je clique ici, si je maintiens le clic plutôt, sinon ça va faire du on-off. Donc on a encore une fois la gestion de la couleur, la gestion du on-off, l'intensité de la lumière. En troisième onglet, on a les flows qui sont à peu près similaires à ce qu'on a vu sur desktop. À la différence que tout ce qui est Advanced Flow, on ne peut pas l'éditer, on ne peut pas en créer sur la version mobile. On est obligé d'être sur la web interface. Par exemple, par contre, si je prends un Advanced Flow ici, là ça ne fonctionne pas. Et si je prends un flow classique qu'on peut voir ici en deuxième, là je peux l'éditer, je peux faire un peu ce que je veux, je peux ajouter une condition, là je peux l'éditer tout simplement. Dans l'onglet plus, on a des paramètres qu'on ne retrouve pas sur la Homey version web interface. Par exemple, l'onglet batterie qui nous répertorie tous nos appareils qui ont des batteries chez nous avec l'état de la batterie qui sont triés par ordre croissant. Comme ça, on peut savoir assez rapidement s'il y a des appareils qui ont besoin d'une nouvelle batterie ou pas. Et le second et dernier onglet qu'on n'a pas sur l'interface web et qui est plutôt intéressant, c'est l'onglet sauvegarde qui nous permet de sauvegarder notre Homey Pro pour 1 € par mois, ce qui n'est pas super cher. Ça nous permet d'avoir une sauvegarde en cloud. Surtout que je trouve que c'est pas super cher, donc c'est une fonction qui peut être prise par ici et qui est bien sûr pas obligatoire si on ne souhaite pas avoir de sauvegarde en cloud. Point aussi à noter, on ne peut pas faire de sauvegarde en local. Donc si on veut faire des sauvegardes récurrentes de sa gestion domotique en local, visiblement, c'est pas possible. Encore un point assez négatif, et pour terminer avec la gestion des appareils mobiles, c'est tout simplement les petits widgets qu'on a sur Android, iOS, aussi la WatchOS. On a la petite application Homey ici qui nous permet d'avoir nos flows favoris assez rapidement. Donc on peut déclencher des automatisations ou des scènes via des widgets, ce qui permet d'éviter de démarrer l'application et de perdre un peu de temps chaque jour. Donc ça, c'est une fonction qui est plutôt intéressante. Ma conclusion sur ce produit, il est très simple, c'est que c'est une box qui est vraiment très bonne pour toutes les personnes qui souhaitent débuter en domotique de manière à avoir une domotique centralisée en un seul endroit. C'est vraiment le meilleur appareil pour moi actuellement qui le fait très bien. La Homey est certes un peu onéreuse, mais derrière il y a quand même des services qui sont vraiment excellents et très bien foutus. Je pense notamment à la gestion des automatisations, à la gestion des notifications qui est en soi très correcte, à la gestion de la localisation des habitants via l'application mobile qui est faite nativement et pas besoin de bidouille. On a aussi l'accès à distance de la box qui est très bien affichu, donc on peut accéder à sa box domotique quand on est hors de chez soi très facilement sans configuration compliquée. Et pour finir, on a bien sûr la petite cerise sur le gâteau qui sont les intégrations avec Amazon Alexa, Google Home et l'intégration HomeKit qui marche vraiment du tonnerre. Je ne connais pas à l'heure actuelle des box domotiques ou des systèmes domotiques qui ont une intégration avec ces trois systèmes-là en même temps déjà, mais qui aussi le fait si bien en fait. Il y a vraiment quasiment peu de défauts.
dans ses intégrations et elle marche vraiment juste trop bien. Et je trouve ça génial. Et bien sûr, cette box domotique, il y a aussi pas mal de défauts pour toutes les personnes comme moi qui sont fans de réseau ou pour toutes les personnes qui aiment la domotique, vraiment bidouiller de la domotique, ce qui est vraiment un passe-temps en fait, on va pas se mentir. Bah, déjà, il n'y a pas de port internet, donc pour une box domotique, je trouve ça vraiment naze par défaut. Donc oui, l'adaptateur, mais pour moi, ce n'est pas une solution, c'est un contournement à un problème qui n'est pas censé exister. On a la gestion des dashboards qui est juste quasiment inexistante. Hormis sur mobile, je trouve que la dashboard est plutôt bien fichue. Sur version desktop, je trouve que c'est juste naze en fait, le dashboard est juste nul à chier, faut pas se mentir. On a aussi la gestion des scènes qui est pas trop existante. Alors oui, on peut bidouiller avec des boutons virtuels et des automatisations, donc des flows, mais je trouve ça aussi un peu bancal, donc mais la gestion des capteurs de température et d'humidité qui sont pour moi une donnée qui est très intéressante et que j'aime beaucoup avoir, là c'est très compliqué d'avoir un petit dashboard avec quelle pièce et à quelle température, quelle humidité. J'aurais bien aussi aimé avoir un petit assistant pour me dire bah, tiens cette pièce est trop humide, vous pourriez faire ça pour régler ces problèmes d'humidité. Cette pièce elle est trop chaude par rapport à la température qu'il fait à l'extérieur. Des choses un peu bidons comme ça, mais des choses que j'attends pour un produit à 400 € avec un peu de machine learning, parce qu'il y en a un peu dans cette Homey, il y a un peu d'intelligence artificielle comme les gens essayent de le dire. Et on n'a pas d'accès local, donc un petit serveur web qui tournerait sur la Homey Pro pour accéder à son dashboard via une IP tout simplement, donc un 192.168.1.10, peu importe. Ben ça on n'a pas, je trouve ça assez dommage aussi. Tout ça c'est les choses qu'on n'a pas sur la Homey Pro. Après en termes de compatibilité des produits, globalement tous les produits mainstream qui sont très connus, ou même des produits un peu moins connus, on s'y retrouve assez bien. Au Homey, on a une doc avec pas mal d'applications. Ces applications, on sait quels produits sont compatibles ou pas. C'est clairement expliqué dans le site de Homey. Je suis pas sûr de ce que j'avance, mais il me semble avoir vu la possibilité d'installer Zigbee to MQTT. Donc pour les gens qui utilisent beaucoup d'appareils Zigbee, ça peut être très intéressant en termes de compatibilité. Après, tout ce qui est appareil récent, tout ce qui est appareil un peu plus spécifique, quoique il y a des choses spécifiques que j'ai pu intégrer dans cette box assez facilement. Tout ça, ça va être des appareils qu'on va pas pouvoir installer sur la Homey et qui seront juste pas compatibles pendant un long moment. Et on va avoir aussi le même problème que sur Home Assistant avec l'intégration ZHA, c'est que tout ce qui est mise à jour OTA, c'est pareil, ça on met à poubelle, ça n'existe pas. Très bientôt, je vais recevoir une JDOM Luna et cette box-là, cette JDOM là, Luna, elle propose des fonctionnalités qui sont très intéressantes, comme une mini batterie dans la box domotique pour faire un mini onduleur intégré à la box. On a aussi la gestion des cartes 4G, donc on peut mettre une puce 4G dans sa box et quand on a une coupure internet, bah, on peut avoir accès à sa box domotique. Deux petites fonctions qui n'existent pas sur la Homey Pro, alors que la JDOM Luna, elle vaut 2 fois moins cher que cette box-là. C'est aussi des choses que je ne comprends pas et que j'aurais bien aimé voir dans la Homey Pro. Et finalement, cette Homey Pro, qu'est-ce que moi je vais en faire? Parce que bah, globalement, je vais rester sur Home Assistant, je ne vais pas migrer sur du Homey. Et surtout, qu'est-ce que je vais en faire? C'est que je vais l'utiliser comme passerelle Alexa. Actuellement, chez moi, j'ai deux réseaux Zigbee. Le réseau principal avec mon assistant, avec mon coordinateur qui est sur mon assistant. J'ai aussi le pont Philips Hue avec toutes mes lumières connectées. Toutes ces lumières connectées, je vais les mettre en direct sur mon réseau principal, donc sur le coordinateur qui est lié à mon assistant. Et pour remonter mes lumières dans HomeKit et dans Amazon Alexa, je vais utiliser la Homey juste comme passerelle entre mes assistants vocaux et ma box domotique principale, donc qui est Home Assistant. Ce cas d'utilisation correspondrait aussi sûrement à vos besoins pour certains d'entre vous, mais je déconseille fortement d'acheter ce produit à 400 € juste pour ça. Moi, je l'ai eu gratuitement, donc je me permets de faire ça. Et globalement, ça me facilite la vie et ça va aussi me permettre de faire une petite vidéo par la suite de pourquoi je dégage mon U-Bridge. Enfin, on verra ça plus tard. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si vous avez des petites questions sur la box domotique, Homey, etc., n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!